Bonjour à tous. Je suis Sophia Cabège, chercheure au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS, et je suis ravie aujourd'hui d'animer ce séminaire de restitution du 9e rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Alors, cet observatoire, il est coordonné par l'IRIS et plus particulièrement par Pierre Laboué qui est parmi nous aujourd'hui, en consortium avec Enerdata et Cassini dans le cadre d'un contrat avec la Direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère des Armées. Alors, l'objectif de ce séminaire, ça va être de présenter les conclusions de l'analyse des stratégies de décarbonation et de transition énergétique des armées, plus spécifiquement celles de 7 pays, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, le Danemark, les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Alors, avant de vous présenter nos intervenants, peut-être quelques mots d'introduction sur le contexte de production de ce rapport. Donc, nous le savons, les changements climatiques sont aujourd'hui de plus en plus visibles à travers le monde. Par ailleurs, malgré l'adoption de l'accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, ce qui aggrave de fait les manifestations causées par l'augmentation de la température moyenne qui est liée donc à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Parmi justement les acteurs responsables des émissions, les armées ne sont pas en reste dans la mesure où elles sont responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre de leurs gouvernements respectifs. Alors, bien qu'elle soit consciente de ces enjeux, il en demeure que la réduction du bilan carbone de la défense pose des défis de taille. Pratiquement tous les équipements militaires actuels sont propulsés avec des carburants fossiles, des avions de chasse au porte-avions, en passant par les chars d'assaut. En situation de combat, l'énergie opérationnelle est finalement un facteur clé de succès pour prendre l'adversaire de vitesse, pour projeter des forces sur des terrains hostiles, lointains, parfois isolés. Peu d'alternatives, in fine, sont maintenant disponibles aux carburants fossiles. Mais justement, les énergies décarbonées peuvent offrir de nouvelles opportunités aux armées. Le solaire et l'éolien pourraient rendre des bases autonomes en énergie. Les véhicules hybrides peuvent améliorer la furtivité des véhicules à moteur à explosion. Les biocarburants limitent la dépendance aux approvisionnements de pétrole. C'est donc finalement dans un contexte structuré par des défis et des opportunités qui publiait ce rapport. Mais alors, quel positionnement ont adopté les armées des pays que j'ai adoptés précédemment, qui d'ailleurs tous coopèrent avec la France? Quelles sont leurs stratégies finalement de décarbonation et de transition énergétique de leurs forces armées? Alors, pour répondre à ces questions et donner justement à voir les différences entre les approches adoptées par ces 7 pays, notamment sur les enjeux sécuritaires, j'ai le plaisir de présenter 3 des auteurs du rapport. Pierre Laboué, bonjour. Bonjour, merci. Donc, tu es chercheur à l'IRIS, spécialisé bien sûr sur les questions énergétiques et tu es le coordinateur de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Merci d'être avec nous. Christophe Alexandre Paillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po et Sciences Po Paris et Sciences Po Lille. Merci d'être avec nous. Caspar Schisser, bonjour. Bonjour Sophia. Tu es donc chercheur à l'IRIS, spécialisé sur les questions des défenses. Merci encore d'être avec nous. Alors, ce rapport constitue réellement un état des lieux précieux, réalisé pour la première fois. Et la présentation des données, vous le verrez lorsque vous y aurez accès, est très graphique, ce qui permet à chacun vraiment de pouvoir bien appréhender les enjeux et les chiffres rapidement. Alors, il sera bientôt disponible sur le site de la DGRIS et je crois début novembre sur le site de l'IRIS. Donc, sans plus tarder, on va maintenant commencer cette restitution. On va débuter par des focus sur 3 pays, les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, avant de passer à une vue d'ensemble des conclusions stratégiques, une sorte de discussion plus transversale. On aura à la fin un moment d'échange avec les participants en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du séminaire. J'aurai le plaisir de pouvoir les poser aux intervenants pendant une vingtaine de minutes, donc à la fin de la restitution. Alors, on peut commencer avec peut-être le focus sur les États-Unis. Pierre, je vais te donner la parole. Si tu peux nous présenter un petit peu les conclusions de tes recherches sur la transition énergétique des États-Unis. Merci. Très bien, merci beaucoup Sophia. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter nos premiers résultats. Donc, c'est d'ailleurs la première fois que nous travaillons sur ce sujet.
Et avant de discuter justement des stratégies de transition énergétique ou de décarbonation des différents pays, il est important déjà de voir quelle est la consommation d'énergie des pays en question. Nous démarrons par les États-Unis, déjà parce qu'en termes de taille, de budget de la défense, c'est le pays donc, qui a le premier budget au monde en termes de défense. C'est aussi un pays qui suit extrêmement bien ses consommations d'énergie et qui permet d'avoir accès en source ouverte à de nombreuses données. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que la consommation d'énergie du département de la Défense raconte une histoire. Et vous voyez ici, en fait, une évolution assez intéressante avec, par exemple, une consommation d'énergie qui décroît très fortement à partir de la fin de la guerre froide et de la guerre du Golfe, qui remonte à partir du moment où il y a une intervention en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003, et qui, vous le voyez, à partir de 2011, se diminue également. Enfin, diminue là, cette fois-ci beaucoup plus fortement suite au retrait des troupes, de l'armée des États-Unis. Ce qui fait que sur la période relativement récente, 2001-2020, on a eu une baisse de 18% de la consommation d'énergie des forces américaines. Et si on partait de 2011 à 2020, on serait avec une baisse plutôt d'un tiers. Donc là, c'est exactement... Il y a une petite question de la salle. Est-il possible d'afficher les slides en plein écran? L'affichage inclut également la diapositive suivante et les notes pour le... Pour le public, on voit uniquement. Ok, très bien. bien. Donc, en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le département de la Défense a diminué sa consommation d'énergie dans le temps, du fait aussi d'une évolution de ses opérations, et que le département de la Défense représente quasiment les 3/4 de la consommation d'énergie de tout le gouvernement américain. Ce qui est un ordre de grandeur vraiment à garder en tête pour la suite, car il est extrêmement significatif. Il est extrêmement significatif parce que 76% de la consommation d'énergie de tout le gouvernement américain, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que le département de la Défense des États-Unis serait le premier consommateur institutionnel d'énergie au monde. C'est vraiment, les armées consomment énormément d'énergie, que ce soit justement, comme l'a indiqué Sophia en introduction, de pétrole et de carburants fossiles pour projeter des forces qui sont extrêmement importantes. Et puis, c'est important d'avoir aussi en tête la taille du ministère des Armées, du ministère de la Défense américain, puisque en cumulé, si on inclut toutes les catégories de personnel, on est à peu près à 3 millions de personnes. Donc, OK, premier consommateur institutionnel d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bilan carbone? Eh bien là, vous avez, et c'est là aussi où c'est intéressant, le département de la Défense, et en tout cas le gouvernement américain, fournit des données assez précises sur son bilan carbone et les émissions de gaz à effet de serre de ses forces armées. Et vous voyez qu'il y a eu une diminution sur la période récente, de 2010 à 2020 de 34% si nous prenons 2010 par rapport à 2020. Qu'est-ce que ça représente, encore une fois? En fait, voilà, attendez, je voudrais passer la slide suivante. Merci. Les départements de la Défense représentent là aussi les 3/4, c'est à peu près le même ordre de grandeur que pour la consommation d'énergie, mais représentent les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement américain en 2020. En termes de comparaison, si le département de la Défense américain était un pays, il serait le 75e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde en 2018, devant des pays européens développés comme la Finlande, par exemple. Donc, on démarre avec ces ordres de grandeur-là pour montrer, oui, que les armées et les émissions de gaz à effet de serre ont une importance, que certes, par rapport aux émissions totales des États-Unis, ça reste très faible, mais c'est quand même une somme extrêmement importante. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour justement ouvrir le débat sur, par la suite, les stratégies de décarbonation et de transition énergétique, puisque à partir du moment, et c'est l'un des gros axes de travail de ce rapport, ça a été de sortir un petit peu l'état des lieux, de réussir à montrer ce qui existe, qui est déjà produit par les armées en termes de consommation d'énergie ou de bilan carbone, de bilan carbone, idéalement. Ces données peuvent être complexes à réunir, mais elles sont fondamentales si on veut comprendre où est-ce que et jusqu'où les armées doivent se projeter et veulent se projeter pour limiter leur empreinte carbone. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps et laisser tout de suite la parole et redonner la parole à mes collègues.
Merci Pierre pour cette première présentation. Je pense que l'utilité d'avoir un Focus Pays, c'est justement de pouvoir comparer. Donc, on va commencer tout de suite. Gaspard, si tu peux nous présenter ce qu'il en est pour l'Allemagne également, où on était en termes de bilan énergétique et de consommation. Merci. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors, avant de vous parler du bilan carbone des armées allemandes, je voulais vous donner quelques données chiffrées pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que représente l'Allemagne d'un point de vue militaire. Donc, si on regarde la taille des armées allemandes, les effectifs s'élèvent à environ 265 000 personnes, dont 180 000 militaires et environ 80 000 civils. Donc, c'est une taille d'armée qui est semblable à l'armée française. Sur les engagements en opération extérieure, parce que c'est également un critère en termes de consommation d'énergie et d'empreinte carbone. On a peu de soldats allemands qui sont engagés. On a seulement 1800 soldats allemands environ qui sont engagés en opération extérieure dans une dizaine d'opérations, dont la grande majorité est en Afrique, mais également en Europe et au Proche-Orient. Et peut-être une dernière donnée chiffrée pour introduire le sujet, c'est le budget de défense allemand, donc, qui s'élève à 47 milliards d'euros, ce qui est important en valeur. Il est plus élevé que le budget de la défense français, par exemple, mais ce qui est peu rapporté au PIB, parce que ça représente seulement environ 1,4% du PIB allemand. Et sur ce budget, la part qui est dédiée au crédit d'équipement s'élève à environ 7 milliards d'euros, ce qui est aussi une donnée intéressante pour les stratégies en matière d'équipement et notamment de renouvellement des flottes. Alors, sur le bilan carbone des armées allemandes, la première chose qu'on peut dire, c'est que les deux principales sources d'émissions sont d'une part la mobilité, donc qui représente environ 45% des émissions de CO2 des armées allemandes, et la deuxième source, c'est les infrastructures, environ 55% des émissions de CO2. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que en une quinzaine d'années, donc entre 2005 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre des armées allemandes ont chuté de 45%. Donc c'est un chiffre assez impressionnant. Elles sont passées de 2,66 millions de tonnes en 2005 à 1,45 million de tonnes. Ces chiffres sont assez controversés. Des partis d'opposition allemands comme les Verts estiment que le chiffre s'élèverait dans la réalité à 3 fois le chiffre annoncé par le ministère. C'est peu si on le rapporte à la consommation, enfin aux émissions de l'Allemagne en général. Donc, c'est 0,01% des émissions de toute l'Allemagne. Et par exemple, si on prend un autre indicateur comme les émissions liées au trafic routier en Allemagne, ça représente 1% des émissions. Sur les raisons de cette baisse, comment est-ce qu'on peut expliquer une baisse aussi importante? La première raison, c'est des efforts réalisés dans le domaine de la modernisation des bâtiments, des infrastructures des armées allemandes, donc des rénovations thermiques, rendre les bâtiments moins énergivores, augmenter la part d'énergie renouvelable des infrastructures, donc elle est passée à 24%, mais ce qui signifie que 76% de la consommation énergétique des bâtiments demeure de l'énergie conventionnelle. Un autre élément, c'est des efforts réalisés vis-à-vis du parc de véhicules non militaires qui a été en grande partie électrifié. Donc, on a à peu près 400 véhicules électriques aujourd'hui en service dans ce parc civil des armées. Et il faut tout de même relativiser ce chiffre dans la mesure où on a une baisse importante des effectifs des armées allemandes qui sont passés d'environ 250 000 soldats en 2005 à 180 000. Ce qui explique également cette baisse dans la mesure où, évidemment, si on a moins de personnel, on a également moins d'émissions liées à la mobilité. Et un dernier élément que j'aimerais mentionner ici, c'est le fait qu'en fait, ces chiffres, ces émissions de gaz à effet de serre, elles ne prennent pas en compte l'empreinte des opérations extérieures de l'armée allemande, qui est quand même un facteur important et qui est pris en compte par d'autres armées. Et elles ne prennent pas non plus en compte les émissions liées à des exercices qui seraient menés à l'étranger, par exemple dans le cadre de l'OTAN.
Merci beaucoup Gaspard. On reviendra juste après justement sur la méthodologie, finalement les scopes, les périmètres de prise en compte pour calculer tout ça. Tu nous as donné un aperçu maintenant de ce que fait l'Allemagne. Mais avant ça, Christophe-Alexandre Paillard, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'il en est pour l'AME des Pays-Bas? Oui, alors en fait, pourquoi les Pays-Bas déjà? On pourrait se demander. En réalité, c'est le plus grand des petits pays membres de l'OTAN. Et c'est un pays qui, à la différence de l'Allemagne, donc a étudié Gaspard, a un format d'armée relativement différent. Bon, en termes de format, on est un peu moins de 50 000 militaires, hommes et femmes confondus. Donc c'est en proportion, si on compare le nombre de bateaux, d'avions, d'hélicoptères, un format assez similaire aux Émirats arabes unis ou à la Colombie. Donc ce qui est loin d'être négligeable en réalité. Les Néerlandais ont modernisé très fortement leurs forces armées ces dernières années et continuent de le faire, en particulier dans le domaine naval, qui a toujours été un domaine d'excellence, évidemment, des Néerlandais, du fait de leur histoire, de leur passé. Mais contrairement à l'Allemagne, qui a un format d'armée, je dirais, moins mobile, les Néerlandais ont un format d'armée, en fait, qui est capable d'être projeté. Ils ont fait beaucoup d'efforts, par exemple, sur le maintien en condition de leur BPC, donc de leurs navires amphibies multifonctions, qui sont à la fois des porte-hélicoptères, porte-barges. Et surtout, ils ont intégré, il y a déjà bientôt 20 ans, en fait, le programme américain d'avions de combat F-35 JSF de Lockheed Martin. Donc, même si les Néerlandais ont renoncé à un certain nombre de choses, c'est-à-dire beaucoup moins de chars d'assaut, par exemple, ils étaient équipés en chars, essentiellement en chars Léopard, hein, donc d'origine allemande. Donc, les Néerlandais, en fait, aujourd'hui, sont plutôt dans un schéma de force de projection. Alors, si on regarde les graphiques qui sont assez similaires à ceux qui ont été présentés par Gaspard pour l'Allemagne, donc, cette différence en fait de nature entre les forces armées néerlandaises et les forces armées allemandes se voit très bien dans les graphiques, puisque là, à l'inverse de l'Allemagne, on voit que la mobilité représente la part majoritaire en fait des dépenses, enfin, des émissions de gaz à effet de serre, pardon, des forces armées néerlandaises. En termes de progrès, c'est difficile à juger, parce qu'en fait, les données sont souvent assez éparses dans les rapports néerlandais. Et les Néerlandais ont mis en place en fait une politique unifiée de contrôle de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, je parle de rapports publics qu'à compter de 2018. Donc, c'est un peu ce qui explique que nous n'ayons pas forcément toujours les données chiffrées adéquates. C'est-à-dire que les seuls rapports complets dont nous disposons du ministère de la Défense néerlandais sont ceux de 2019 et ceux de 2020. Donc, j'attends le rapport de 2021, bien évidemment, qui sera publié en début d'année 2022, sachant que, particularité de la plupart de ces rapports, en général, ils sont uniquement en langue néerlandaise. Donc, alors que les Néerlandais ont l'habitude de publier pratiquement tout en anglais, dans tout ce qui relève du domaine des forces armées ou de la sécurité, les documents sont toujours et uniquement en langue néerlandaise. Bon, ce qui n'est pas un problème en soi d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Néerlandais, en fait, aussi bien pour les forces armées que pour le reste de la société, sont pris entre deux choses, enfin entre deux contraintes. C'est un pays en fait qui vit les changements climatiques de manière extrêmement forte, puisque comme vous le savez, un tiers des Pays-Bas en fait sont en dessous du niveau de la mer. Donc la prise de conscience des Néerlandais pour les changements climatiques et les risques climatiques est très forte. Et des plans ont été imposés à tous les ministères en fait à partir de 2018, dont le ministère de la Défense néerlandais en réalité. Ce qui n'empêche pas que les Néerlandais avaient déjà commencé à faire un effort au niveau des forces armées bien avant. Moi, je me souviens d'avoir été en poste à l'ambassade de France il y a maintenant bientôt 22 ans aux Pays-Bas, et on parlait déjà de ça à l'époque parce que c'était déjà un sujet. Mais aujourd'hui, aller plus loin pour les forces armées néerlandaises, aller vers plus d'électrification, par exemple, ce qui est le cas en ce moment, hein, puisqu'on voit qu'ils commencent à intégrer des équipements lourds en termes de transport terrestre dans les forces armées néerlandaises. Ça suppose aussi, comme pour tous les autres secteurs économiques des Pays-Bas, d'avoir un autre instrument énergétique. D'où tout le débat actuellement en cours aux Pays-Bas sur la possibilité d'acheter des centrales nucléaires. Et le ministère des Forces armées est au premier rang, même si, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, donc ce qui a été dit, oui, pardon. En fait, évidemment, le poids des forces armées aux Pays-Bas est relativement négligeable par rapport à l'ensemble de la société. Et évidemment, la quantité de gaz à effet de serre émis par les Pays-Bas, enfin les forces armées des Pays-Bas, est évidemment peu comparable au pourcentage américain. Juste une dernière chose, et je m'arrêterai là pour le moment. Donc, c'est effectivement de constater que les Néerlandais font donc de gros efforts depuis déjà pas mal d'années, qu'ils se sont dotés d'une politique coordonnée depuis maintenant bientôt 3 ans, et que pour la suite, ça suppose de revoir un peu leur modèle d'armée, parce qu'encore une fois, on est sur un modèle d'armée
plutôt tournés vers la projection. Or, pour le moment, même si, par exemple, ils utilisent les biocarburants dans les avions de combat d'origine américaine qui sont dans l'armée de l'air néerlandaise, pour autant, ils n'ont pas trouvé la pierre philosophale et les Néerlandais sont, comme tous les autres, confrontés à des choix qui sont aussi des choix d'équipement militaire. Merci, Christophe et Alexandre Paillard. Alors, donc, l'objectif ici, c'était de donner à voir pour différents types de pays, avec différentes tailles d'armées et différents finalement défis auxquels ils font face, voir un petit peu quelles sont les différences. Et justement, ici, on va s'intéresser maintenant à la méthodologie, finalement, à ce que les armées prennent en compte pour établir ces bilans des émissions de gaz à effet de serre. Cette question, elle est importante parce que elle va nous donner à voir si on peut comparer justement ces bilans carbone, dans quelle mesure c'est faisable ou pas. Gaspard, tu avais commencé tout à l'heure à évoquer le cas de l'Allemagne qui ne prend pas en compte donc, les opérations extérieures, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous réénoncer voilà, les quelques points qu'on devrait comprendre lorsqu'on regarde le bilan carbone de l'Allemagne? Oui, tout à fait. Oui, par rapport aux opérations extérieures, ça me fait penser que je n'ai pas dit une chose, mais l'armée allemande, elle est pas du tout tournée évidemment vers la projection et tournée vers les opérations extérieures. Elle a très peu d'infrastructures permanentes à l'étranger, comme peut l'avoir la France avec des forces prépositionnées, ce genre de format. Donc, ça explique également le fait on peut imaginer que l'empreinte en CO2 est relativement faible pour les OPEX, même si on n'a pas la donnée chiffrée. Sur la méthodologie, plusieurs éléments. Peut-être la première chose qu'il faut retenir, c'est que depuis 2014, le ministère des Armées allemand publie tous les 2 ans un rapport sur la durabilité du ministère et des armées. Donc là, on en est au 4e rapport. Le dernier, il a été publié en octobre 2020 et il couvre donc la période 2018-2019. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ce rapport, il s'articule autour de 3 priorités. La première, c'est la protection de l'environnement et la conservation thermique. La seconde, c'est la consommation d'énergie thermique et d'électricité. Et enfin, la troisième, c'est la mobilité durable et la construction durable. Ce rapport, il fixe plusieurs objectifs aux forces armées allemandes. Parmi ces objectifs… Je me permets, excuse-moi de te couper, parce que justement, tu devances ma deuxième question. Donc, je vais t'arrêter ici. Je reviens vers toi juste après, justement, pour ces objectifs, que tu les détailles un peu plus, de manière à ce que tout le monde puisse bien voir juste avant les différences en termes de méthode de comptabilisation pour les armées. Juste peut-être sur la méthodologie très rapidement, et c'est entendu, on parlera des objectifs après. Sur la méthodologie, je l'ai déjà dit, ils ne comptabilisent pas donc, les émissions en opération extérieure. Ils ne sont pas capables de fournir des données chiffrées sur les émissions des principaux équipements, parce que c'est une question qui a été posée par des députés au Bundestag, et la réponse qui a été faite par le gouvernement, c'est de dire en fait, on n'est pas capable de dire qu'est-ce que consomme tel et tel équipement à ce jour. Mais il y a une prise de conscience et une volonté d'intégrer progressivement ces données au rapport de durabilité. En tout cas, c'est la réponse qui a été faite par le gouvernement allemand, de dire on va essayer dans la prochaine édition de ce rapport, donc probablement en 2022, d'intégrer ces données. Merci Gaspard. Alors, Christophe, Alexandre, vous évoquiez tout à l'heure que dans le cas des Pays-Bas, il y avait une question centrale qui était celle de l'accès aux données. Ici, Gaspard, tu évoques finalement la capacité à mesurer les émissions, qu'elles soient celles d'équipements ou d'infrastructures spécifiques. Christophe, Alexandre, est-ce que dans le cas des Pays-Bas, il y a tout de même des points que l'on peut relever avec les données auxquelles on a accès donc depuis 2018, si je me souviens bien, ce qu'ils prennent en compte, ne prennent pas en compte, peut-être des différences avec l'Allemagne? Alors, oui, alors en termes de méthodologie, la première des différences, c'est, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, moi j'ai cru comprendre des documents néerlandais que ces pourcentages d'émissions de gaz à effet de serre incluaient les opérations extérieures. Je le mets au conditionnel, mais ça serait plus logique par rapport au pourcentage en fait, que nous avons retenu là pour la présentation. Parce que je ne vois pas comment, sinon, on pourrait avoir un pourcentage aussi important lié au transport. Sachant qu'une partie non négligeable des forces armées néerlandaises en OPEX sont aussi véhiculées par soit des avions de l'OTAN, enfin, qui relèvent directement de l'OTAN, ou par des avions américains. Donc, c'est vrai que les Néerlandais ont une particularité plus grande par rapport à l'Allemagne, c'est qu'ils sont beaucoup plus intégrés en fait, dans le dispositif américain que les Allemands.
et donc ils sont un peu, entre guillemets, le passager clandestin d'un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre des forces armées américaines. Après, les Néerlandais et de l'usage en fait de la force par les forces armées néerlandaises. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que les 2 premiers rapports qui ont été publiés sont quand même assez complets. Et même si je pense qu'il aurait mérité de préciser si c'était vraiment effectivement avec les OPEX, si c'était vraiment tel type de matériel qui avait été utilisé, etc. Bon, alors, on l'observe uniquement pour ces 2 pays. Dans quelle mesure, eh bien, que ce soit pour les forces d'armée, mais aussi pour d'autres acteurs, c'est compliqué de savoir ce qui est pris en compte dans les bilans carbone communiqués officiellement. Est-ce que dans le cadre des États-Unis, c'est différent? Ce pays est particulièrement actif sur la communication et sur ses efforts de transition énergétique, d'adaptation au changement climatique des forces armées. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les États-Unis? Est-ce qu'il y a des spécificités qu'on devrait relever? Oui, merci beaucoup. Eh ben, ce qu'on peut relever avec les données qui sont fournies actuellement par le département de la Défense américain, c'est justement qu'ils fournissent une méthodologie enfin même très complète pour suivre leurs émissions de gaz à effet de serre. Et quand on étudie justement le bilan carbone des armées, il est important en fait d'avoir en tête au moins 2 catégories. Les opérations non standards et les opérations standards. Là, je réutilise la terminologie américaine. Opérations non standards, en fait, sont inclus dedans les opérations militaires, les opérations de combat. Donc, ce sont les OPEX que Gaspard a mentionné. Et l'immense avantage de la méthodologie américaine, c'est qu'elles sont bien identifiées dans la base de données qui est développée, qui est mise en accès libre. On peut justement scinder les émissions selon qu'elles sont sur le territoire américain, qui relève d'administration, d'activités administratives civiles classiques, communes à tous les ministères, enfin tous les départements, ou alors liées justement à des activités spécifiques qui sont le propre du département de la Défense. Ce qui est intéressant aussi de regarder sur l'écran, c'est que vous voyez que les opérations non standards représentent quasiment, j'arrondis un petit peu, mais les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre du département de la Défense. C'est un ordre de grandeur extrêmement important à avoir en tête. Et ça me permet de rebondir sur le commentaire de Gaspard. Si on considère, et en fait en regardant plusieurs autres pays qui peuvent fournir aussi, comme le Canada, des chiffres complémentaires, eh ben, on est toujours sur un ordre de grandeur où les opérations non standards, assez logiquement, représentent la grande majorité des émissions du ministère. Donc attention, si dans la méthodologie, vous voyez que les OPEX ne sont pas inclus, ça veut dire qu'on manque la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre du ministère ou des armées en question. Deuxième élément, et qui est en fait directement lié, il y a 2 grandes, et comme l'a très bien expliqué Gaspard, 2 grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, la mobilité et en fait le bâtiment et la mobilité représentent là aussi d'ailleurs un ordre de grandeur similaire, c'est-à-dire les 2/3 quasiment des émissions de gaz à effet de serre. On voit que les deux en fait sont assez logiquement liés, puisque dans les opérations extérieures, qu'est-ce qui consomme de l'énergie et qui émet des émissions de gaz à effet de serre? Évidemment, ce sont les avions en premier lieu, mais aussi les navires et ensuite les activités des forces terrestres. Et les bâtiments, du coup, représentent en général un gros tiers à chaque fois. Ce qui est aussi extrêmement important de mentionner, c'est que dans tous les bilans carbone et la méthodologie classique, notamment auprès des entreprises, il y a toujours 3 périmètres, et tu en as fait mention. Le premier périmètre, en fait, ce sont les émissions qui ont lieu, on va dire, vraiment en interne, dans le périmètre même du ministère du département en question, de l'organisation observée. Donc là, je vais prendre un exemple, je vais simplifier. Quand le ministère fait brûler du gasoil sur une base ou via un de ses tanks, par exemple, c'est son périmètre 1. Mais le département de la Défense va aussi consommer de l'énergie qui n'a pas forcément été produite dans son enceinte, dans son périmètre. Donc, par exemple, l'électricité peut être produite par un fournisseur d'électricité en dehors, et ce n'est pas qui est indépendant du ministère, mais le ministère en consomme. Donc, c'est important aussi que le ministère prenne sa part de cette consommation. C'est le périmètre 2.
Le bilan carbone du département de la Défense comprend ces 2 premiers périmètres, mais pas encore, en tout cas plus le troisième. C'était le cas il y a quelques années, mais le troisième, enfin le périmètre 3 n'est pas... n'est plus indiqué. Or, c'est vraiment un périmètre qui fait énormément question, parce que ce sont toutes les émissions indirectes hors du périmètre du département et des armées. Or, il y a eu un rapport extrêmement intéressant en termes de méthodologie, et je vous renvoie à ce document donc, de l'ONG SGR qui analysait le bilan carbone du Royaume-Uni et qui s'interrogeait beaucoup sur la part qu'on pourrait attribuer sur le périmètre 3. Et par exemple, il donnait un exemple qui était assez frappant. Lors d'une d'opération extérieure, si une forêt qui est un puits de carbone se retrouve incendiée suite à un bombardement, prenons un exemple, est-ce que cette perte de puits de carbone et le fait de relâcher du coup le carbone qui était stocké dans les arbres qui ont été incendiés doit être attribué ou pas au ministère de la Défense. Et donc là, on est vraiment sur des questions de méthodologie, mais qui peuvent avoir un impact extrêmement important sur le poids du bilan carbone en question. Donc là, c'est des questions un petit peu techniques, mais par contre, elles sont essentielles si on veut comparer ces données-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas, les méthodologies sont trop différentes. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on le remarque, hein, on est vraiment au début. Alors, les États-Unis publient ces bilans depuis quelques années déjà, mais on le voit quand on parle de ces 3 pays-là, on ne peut pas encore comparer les émissions. Il y a aussi certainement l'enjeu de la vérification des bilans carbone qui sont communiqués hein, dans le secteur, je dirais, privé conventionnel. On a des organismes qui sont chargés de vérifier justement les bilans qui sont communiqués. Là, dans le cas des forces armées, des problématiques pourraient émerger par rapport à ça. Donc, je pense que dans les prochaines années, il y aura de vrais débats autour de l'établissement de méthodologies peut-être commune finalement aux forces armées, peut-être dans le cadre notamment de la feuille de route de l'OTAN qui a été publiée l'année dernière. Donc maintenant qu'on a parlé des méthodologies, Gaspard, je vais revenir vers toi. Tu avais commencé à les évoquer. Finalement, quels sont les objectifs que se fixent les pays en termes de décarbonation? Donc tu as commencé à l'évoquer et je crois en effet que l'Allemagne mise particulièrement sur l'intégration des énergies renouvelables dans ses forces armées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci. Oui, tout à fait. Alors, avant de citer ces 4 objectifs, deux éléments qui me semblent importants. Le premier élément, c'est que le ministère de la Défense allemand n'a pas de stratégie qui lui est propre en matière énergétique et donc il n'y a pas d'objectif chiffré en matière de décarbonation pour les armées allemandes. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a au niveau fédéral en Allemagne une loi sur la protection du climat, donc le Bundesklimaschutzgesetz de 2019, qui a été revu en 2021 pour fixer des objectifs plus ambitieux et qui fixe en fait d'atteindre la neutralité climatique pour l'ensemble de l'Allemagne d'ici 2045 et même d'ici 2030 pour ce qui est de l'administration fédérale. Donc cet objectif, il se décline en des objectifs intermédiaires, donc atteindre 65% de réduction d'émissions d'ici 2030, 88 d'ici 2040 et la neutralité d'ici 2045. En revanche, cet objectif-là, il ne s'applique pas aux armées allemandes, enfin en tout cas pas dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il s'applique seulement aux activités civiles des armées allemandes, donc c'est-à-dire par exemple justement les infrastructures sont prises en compte. Mais le reste, la mobilité et les opérations sont exclus de cet objectif pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils ne veulent pas, donc je cite les propos qui ont été tenus, compromettre l'efficacité opérationnelle des armées en fixant des objectifs de décarbonation. Et un autre point qui a été avancé également plusieurs reprises par le gouvernement, c'est de ne pas vouloir que les crédits de modernisation de l'armée soient engloutis par une adaptation notamment des véhicules à une baisse des émissions. Est-ce qu'il me reste une minute? Une minute, très bien, parfait. Sur les objectifs que je voulais citer tout à l'heure, j'en ai identifié 4 qui me paraissaient importants. Un des objectifs, donc ça c'est le rapport sur la durabilité de 2020. Un des objectifs qui est fixé, c'est de mieux identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et si possible de trouver une façon de collecter
uniformément toutes ces données. Le second objectif, c'est d'appliquer un principe que j'ai traduit de la façon suivante, donc éviter, réduire, compenser, c'était en allemand dans le texte, mais en fait, c'est simplement compenser tous les domaines dans lesquels, pour l'instant, il n'est pas possible de réduire les émissions de CO2. En matière d'infrastructure, ça va être l'objectif principal, ça va être d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation des bâtiments. Et enfin, en matière de mobilité, l'objectif principal, ça va être de réduire les émissions en améliorant les technologies et les architectures des systèmes et à plus long terme, en remplaçant les combustibles fossiles par, dans la mesure du possible, des combustibles synthétiques. Merci Gaspard. Peut-être rapidement, Christophe Alexandre, est-ce que vous pouvez évoquer également les objectifs de l'armée néerlandaise, si elle en a? Je crois que ce n'est pas le cas des États-Unis officiellement, bien que ce soit un petit peu diffusé de manière globale, savoir cette autonomie opérationnelle ou quelque chose comme ça. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais avant ça, oui, Christophe Alexandre, sur les Pays-Bas. En fait, ils ont des objectifs qui sont assez similaires à ce qui est fait en Allemagne. Avec des échelles de temps relativement similaires aussi, donc des objectifs 2030, 2035. Bon, particularité peut-être par rapport à l'Allemagne, la première, c'est que les sites du ministère néerlandais de la Défense étaient assez nombreux. Ça s'explique pour des raisons historiques là aussi, mais ça s'explique aussi parce que les Pays-Bas concentrent de nombreuses bases où il y a aussi des forces alliées, dont d'ailleurs des forces françaises, puisqu'il y a plus de 800 militaires français qui, à un moment ou un autre, passent par les Pays-Bas. Ils sont de manière plus ou moins permanente en fonction de ceux qui sont affectés sur les bases de l'OTAN ou relevant de l'OTAN. Donc ça, les Néerlandais essayent, dans la mesure du possible, de, disons, limiter le nombre de leurs implantations au sol aux Pays-Bas. Donc ça, c'est un objectif qui n'est pas complètement écrit, mais qui est dans l'air du temps, en tout cas aux Pays-Bas. Un deuxième objectif qui, lui, est effectivement écrit, qui concerne toutes les administrations néerlandaises, dont le ministère de la Défense, c'est ce que l'on trouve également en Allemagne, hein, c'est-à-dire l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments. Donc ça, c'est un processus qui est déjà fortement en cours. Donc là, les Néerlandais travaillent énormément sur cette question-là. Ils y travaillent d'autant plus que le gouvernement néerlandais a annoncé très récemment l'abandon de la politique gazière, enfin de l'exploitation du gaz. Alors ça a un impact direct sur les bâtiments du ministère de la Défense néerlandais, d'autant que le gouvernement, le Premier ministre a annoncé cet été, ce qui n'était pas prévu, qu'il voulait avancer la fermeture des gisements de gaz de Groningue pour l'année 2023. Donc là, très honnêtement, je ne sais pas comment vont faire les Néerlandais. D'ailleurs, ça concerne aussi, entre parenthèses, une partie du nord de la France, qui est approvisionnée par le gaz néerlandais de Groningue. Mais en tout cas, que ce soit pour le ministère de la Défense ou les autres ministères néerlandais, se passer du gaz, qui était la principale source en fait de chauffage, de climatisation, de tout ce que vous voulez en fait pour les bâtiments néerlandais, ça semble très compliqué pour l'année prochaine, enfin pour 2023, pardon, 1er janvier 2023. Troisième objectif, c'est d'accélérer l'électrification du parc automobile fixe, en fait, donc tout ce qui relève en fait des bases aux Pays-Bas. Et donc, le résultat, c'est que les Néerlandais ne peuvent pas tellement aller plus loin parce qu'en termes d'hélicoptères de combat, en termes d'avions de combat, en termes de navires, en fait, de haute mer, aujourd'hui, les Néerlandais, comme nous, ou comme les Allemands ou d'autres pays, ne sont pas en capacité de passer à autre chose. Je pense qu'ils ont fait plus que d'autres, entre autres par l'introduction de biocarburants dans les avions de combat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour le moment, je pense que les Néerlandais sont arrivés à un point, un carrefour, où ils ne savent pas comment faire pour aller plus loin, je dirais. Merci beaucoup. Donc, on parle de ces objectifs finalement généraux, une sorte de direction de données par les ministères ou bien les gouvernements des pays dont on a parlé. Maintenant, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail, c'est-à-dire quelle est la position de ces pays-là en termes d'équipement, en termes d'infrastructures, donc en termes de choses dont ont besoin les armées pour être opérationnelles. Les États-Unis ont très souvent été des leaders en termes d'innovation technologique, notamment dans le domaine de la défense. Pour ce qui est de la transition énergétique, est-ce que c'est un phénomène qu'on observe également, Pierre ? Oui, tout à fait. Et donc, comme tu l'as très bien indiqué, en effet, les armées américaines, en tout cas le département de la Défense, n'a pas un objectif contraignant à atteindre en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, le département souligne très fortement
que la transition énergétique représente une priorité stratégique pour justement assurer la sécurité de ces forces armées. Et en fait, c'est une priorité stratégique depuis déjà les années 2000, parce que les forces armées américaines sont justement conscientes du fait de leurs opérations extérieures, de leur vulnérabilité liées à la dépendance aux carburants fossiles qui doivent être acheminés sur des théâtres d'opération et qui peuvent mettre la vie de leurs hommes en danger. Et je recite de mémoire justement une étude qui avait été sortie en 2009 où 3000 personnes du département de la Défense étaient décédées en Irak et en Afghanistan entre 2003 et 2007, si ma mémoire est bonne, simplement dans le cadre de convois de ravitaillement donc logistique en carburant et aussi en eau. Donc de réussir à diminuer les besoins et la consommation de carburants fossiles et donc les émissions de gaz à effet de serre qui vont avec représente une priorité. Et plusieurs justement pistes ont été développées par les armées américaines, et celle qui revient en tout cas beaucoup, qui est très fortement développée, c'est justement celle sur les carburants alternatifs, donc les biocarburants. Et c'est d'ailleurs un point commun avec énormément, enfin la plupart des 7 pays que nous avons étudiés. C'est pas la solution liée à la simplicité du tout, mais en tout cas, c'est la solution technologique qui est la plus pratique parce qu'elle peut vous permettre de garder le même parc d'équipements en opération extérieure et de réussir en même temps à décarboner en tout cas l'empreinte carbone de vos opérations extérieures. Que ça peut être le cas donc justement pour l'aviation. Et les Américains, le département de la Défense, finance la construction de 2 bioraffineries sur le sol américain, construite par donc Red Rock Biofuels et Fulcrum Sierra, dont la mise en production est attendue pour fin 2021. Le département de la Défense s'intéresse aussi, donc vous savez que pour les biocarburants, il y a différentes générations, première, deuxième, troisième. Il s'intéresse déjà à la troisième, il s'intéresse très fortement à la troisième génération de biocarburants produits à partir d'algues, par exemple, ou de cellulose de déchets agricoles. Mais ce n'est pas la seule piste technologique qui est étudiée par le département. Il y a aussi donc l'électrification des véhicules qui est analysé. Et là, justement, ils réfléchissent au développement d'un kit d'électrification des véhicules tactiques, les Tactical Vehicle Electrification Kit, dont le déploiement est envisagé dans une grande partie de la flotte de soutien à l'armée de terre. Donc, on n'est pas sur les véhicules de combat en tant que tels, toujours sur les véhicules de soutien, mais c'est une piste qui est étudiée. Et pareil pour 2 autres solutions, notamment les solutions de stockage électrique. Merci Pierre. Alors, on va faire très rapidement pour les Pays-Bas et l'Allemagne pour permettre de prendre les questions du public. Il y en a déjà un certain nombre. Christophe Alexandre, dans le cas des Pays-Bas, quelles sont les priorités données? Je crois qu'on peut peut-être parler du biocarburant ou de l'interopérabilité des équipements. Avant de parler en fait du seul ministère de la Défense, il faut savoir que la politique du ministère de la Défense néerlandaise s'inscrit dans une politique plus globale qui impacte tous les ministères et qui est la même en fait. Simplement, il ne faut pas perdre de vue que le gouvernement néerlandais est pris par une autre contrainte qui est que les Pays-Bas sont encore aujourd'hui, Rotterdam, le premier port pétrolier d'Europe, que la Shell est une compagnie anglo-néerlandaise et qu'elle a un poids politique considérable et que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 2023, les Pays-Bas sont un pays exportateur de gaz. Donc, en fait, ils font un peu tout en même temps. Donc, tout ça a un impact d'ailleurs sur les forces armées. Donc, encore l'idée en cours, là, l'idée concrète qui se traduit, c'est justement d'éliminer l'approvisionnement en gaz aux forces armées pour les bâtiments. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Au niveau électrique, donc, les Néerlandais ont beaucoup d'entreprises en fait, qui travaillent déjà, comme dans d'autres pays, sur le stockage du CO2, le stockage de l'électricité, les batteries, etc. Donc, en fait, les Néerlandais ont mobilisé tout un tas d'entreprises de leur pays pour travailler dans le domaine civilo-militaire. En fait, il est souvent difficile de distinguer en fait, ce qui est fait dans le militaire de ce qui est fait du civil, puisqu'en réalité, c'est souvent la même chose. Et donc, aujourd'hui, la pression vient tout particulièrement de la classe politique et des mouvements environnementalistes, parce que la crainte, c'est qu'évidemment, c'est qu'à terme, les Pays-Bas soient submergés par les eaux. Donc aujourd'hui, les armées, en fait, feront, je pense qu'il y aura un débat probablement en 2022 sur le sujet, pour aller plus loin, ce que le gouvernement leur dira de faire si jamais ils doivent aller plus loin en termes de biocarburants, de batteries, d'électrification, de tout ce que vous voulez.
Donc, c'est intéressant à suivre pour, à mon avis, 2022, de voir exactement en fait, ce que le gouvernement néerlandais va décider l'année prochaine. Merci beaucoup. Très rapidement également, Gaspard, excuse-moi de te presser, mais c'est pour pouvoir prendre les questions du public. Dans le cas de l'Allemagne, quelles sont les positions en termes d'équipement d'infrastructure, notamment je pense aux véhicules électriques Je vais être très bref pour qu'on garde du temps pour les questions. Comme on l'a déjà dit, donc pour les infrastructures, la politique, c'est vraiment de poursuivre, j'allais dire d'atteindre l'efficience énergétique des bâtiments, de l'améliorer au maximum. En matière de mobilité, la solution qui est privilégiée à ce stade, c'est le développement des carburants synthétiques. Parce que pour l'instant, le gouvernement allemand considère que les performances qui sont offertes par la propulsion électrique ou l'hydrogène n'est pas assez aboutie et ne permet pas de remplir les objectifs qui sont assignés aux armées allemandes. Après, elle ne se dit pas opposée de principe aux véhicules électriques et à l'hydrogène, mais simplement en l'état actuel d'avancement, d'autonomie des batteries, de capacité de propulsion, etc. Ce n'est pas une solution qui est envisagée. Après, au niveau industriel, on a des initiatives comme par exemple une entreprise qui s'appelle FFG qui a proposé un prototype de véhicule blindé, léger, hybride, donc avec une propulsion à la fois électrique et diesel, un petit peu comme ce qu'on a fait en France de mémoire avec le Griffon, qui existe aussi en version hybride, si je me souviens bien. Merci beaucoup. On va donc passer pour la quinzaine de minutes qui nous reste aux questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à les poser. J'en vois déjà un certain nombre dans la section questions-réponses. Pour commencer, je vais me tourner vers Pierre avec une question donc, que je me pose moi-même. On a parlé là principalement de 3 pays, donc les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais le rapport s'intéresse à 7 pays au total. Est-ce que tu veux nous donner quelques éléments de réponse, peut-être en termes d'objectifs ou de bilan carbone pour les 4 autres pays étudiés? Très bien, merci beaucoup justement pour cette question et on pourra et vous pourrez approfondir justement cette réponse dans le rapport dès qu'il sera publié. Donc par exemple pour l'Australie, c'est aussi un cas intéressant. L'Australie ne publie pas de données très détaillées, enfin ne publie pas de données sur sa consommation, sur ses émissions de gaz à effet de serre. Elle n'a pas d'objectif de réduction. Elle a sa priorité, c'est d'améliorer son efficience énergétique. Donc vraiment, priorité numéro 1, assurer le maintien en opération et sa capacité à intervenir dans les opérations extérieures. Et ses objectifs de limiter son empreinte carbone et à travers sa consommation d'énergie se limitent donc sur les bâtiments en Australie. Donc, si vous vous rappelez un petit peu la méthode, on est vraiment sur une petite partie. C'est un petit peu, c'est pas que c'est la même chose. Le Canada a des objectifs, lui, qui sont affichés. Le ministère de la Défense canadien compte réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. Donc, un objectif qui apparaît ambitieux, il faut quand même pouvoir le resituer. En 2019-2020, la Défense avait déjà réduit de 31% par rapport à 2005, c'est gaz à effet de serre. Par ailleurs, cet objectif, encore une fois, ne concerne pas les véhicules dédiés aux opérations véritablement militaires. Donc là, on est sur encore un périmètre qui est relativement réduit, puisqu'on va se concentrer encore une fois sur la flotte de véhicules civils et de bâtiments. Le Danemark a un positionnement où il n'a pas d'objectifs, on va dire, chiffrés, mais par contre, déjà, il fournit des données qui sont intéressantes. Il indique, le Danemark, simplement que toutes les sections du ministère danois de la Défense contribueront à la conversion écologique à court et à long terme du gouvernement fédéral. Donc, une position assez similaire finalement à l'Allemagne. Et pour clore, c'était le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni affiche également le fait que le ministère de la Défense va contribuer à l'objectif global sans fournir cette fois-ci d'objectifs quantifiés. Et beaucoup de pays rappellent encore une fois que cet objectif de décarbonation ne doit pas venir empêcher et limiter leur capacité d'intervention extérieure. C'est extrêmement important et c'est rappelé par exemple par le ministère dans son rapport Climate Change and Sustainability Strategic Approach. La défense doit préserver ses capacités malgré les implications du changement climatique. La défense saisira les opportunités qui se présentent pour améliorer ses capacités et sa résilience, sans jamais mettre en péril ses capacités uniquement en faveur d'une solution durable.
Donc voilà un point qui permet d'avoir une vue d'ensemble assez rapide et que vous pourrez approfondir dans le rapport quand il sera publié. Merci, merci Pierre. Alors, une première question, on me demande comment se situe l'armée française par rapport à ces pays. Alors, si je ne me trompe pas, si je dis que ça n'a pas été un pays que vous avez étudié, très rapidement, peut-être je peux y répondre en 2 mots. Il y a une étude qui avait été publiée en 2019 ou 2020 qui justement positionnait la France comme la première armée émettrice de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne, ce qui n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où l'armée française est impliquée sur plusieurs théâtres d'opération. C'est une des armées les plus importantes au sein de l'Union européenne. Donc, en termes d'équipement et en termes de projection des forces, le ratio s'explique assez logiquement, mais c'est également une armée qui opère beaucoup d'efforts en la matière, que ce soit en termes d'atténuation, en termes d'adaptation. Je crois de mémoire que le rapport avait été publié par le Environmental Security Research Group, mais je reviendrai vers vous ou revenez vers moi pour ce rapport plus exactement, mais elle est première des pays de l'Union européenne en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, une deuxième question pour savoir, est-ce que selon les corps d'armée, vous avez observé des différentiels de résultats? La même personne donne un indice qu'il semble évident que l'armée de l'air concentre les émissions, en effet. Quelques mots peut-être sur ça? Pour rebondir, en effet, tout à fait. Alors, pour le cas des États-Unis, qui est justement le plus documenté, je n'ai pas là en tête les émissions de gaz à effet de serre de chacune des armées. Je ne sais pas d'ailleurs si elles sont disponibles. Par contre, on a la répartition au niveau de la consommation d'énergie. Vous avez vu sur les 2 graphiques que les 2 sont intimement liés. Et l'armée de l'air américaine représentait un peu plus de 50% de la consommation totale d'énergie des armées états-uniennes, suivie de la Navy à 36%. Et ensuite, c'était l'armée de terre, 10%, et après, d'autres corps. Donc, on a vraiment cette répartition-là, et globalement, c'est à chaque fois l'aviation qui consomme énormément d'énergie, et en plus, à chaque fois, voilà, c'est du kérosène. Donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours une empreinte importante. Je laisse mes collègues compléter si vous le souhaitez. Ouais. Vous souhaitez compléter? Oui, simplement justement pour lier les 2 questions à propos des armées françaises. Il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, en 2016, c'est la dernière fois où j'étais au ministère de la Défense. En fait, la proportion de carburant consommé par l'armée de l'air ou l'aéronavale, enfin les avions, c'était 80% en fait de la consommation. Mais ça n'incluait pas dans le bilan, bien évidemment, la propulsion nucléaire ou ce qui était pour les bâtiments. Alors aujourd'hui, pour les Pays-Bas, donc ce sont des pourcentages qui sont relativement proches de ceux des Américains. Donc, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, ce sont les hélicoptères et les avions de combat qui consomment toujours le plus en termes d'énergie. Simplement, ce qu'il faut toujours prendre garde, c'est dans le cas des États-Unis comme dans le cas de la France ou du Royaume-Uni, c'est effectivement d'intégrer en fait la composante nucléaire qui est supposée ne pas ou peu émettre de CO2, en tout cas pas pour la partie propulsion. Pour les Pays-Bas, la question ne se pose pas. Mais en tout cas, vu la forte réduction du volume des OPEX pour les forces armées néerlandaises ces 2 dernières années, donc aujourd'hui, évidemment, l'effort devra porter principalement sur la partie fixe en fait, pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, une question, on me demande une précision sur ce qui est entendu par carburant synthétique. Est-ce que les biocarburants en font partie, Pierre? Certainement. Alors oui, merci. Alors normalement, dans la typologie, je te laisserai me contredire si jamais dans le cas allemand c'est différent, mais les biocarburants ne sont pas dans les carburants synthétiques. Vous avez la grande famille des carburants alternatifs, et dedans vous avez les biocarburants qui sont produits à partir donc, de matières premières agricoles, et donc des carburants synthétiques qui peuvent être produits à partir d'autres types de ressources que du pétrole. Alors historiquement, ça a été justement le charbon, par exemple. Mais aujourd'hui, on essaye d'en produire avec d'autres sources d'énergie, voire des énergies renouvelables. Merci pour cette précision. Une question intéressante. On vous demande plutôt, est-ce que vos recherches ont permis d'identifier des partenariats mis en place ou à l'étude entre les différents pays du rapport sur le plan de la transition énergétique des armées? Qui aimerait commencer? Christophe, Alexandre? Alors oui, moi j'ai regardé ce point en particulier évidemment pour les Pays-Bas. En fait, pas beaucoup de points de coopération possibles. Il ne faut quand même pas perdre de vue que les Néerlandais,
s'approvisionne très majoritairement en fait, sur le marché nord-américain, qu'il n'y a pas de coopération d'armement avec les Français et que le seul programme dans lequel ils sont impliqués, par exemple à l'OCAR, nous sommes présents, nous les Français, en fait, ils sont sur un programme d'équipement terrestre où nous ne sommes pas, en fait, qui est un concurrent du VBCI de l'armée de terre français. Donc malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de vraies pistes de coopération possibles avec les Néerlandais, en tout cas pas à ma connaissance. Qu'en est-il des autres pays, Pierre, Gaspard? Un cas intéressant que du coup on a peu eu l'occasion de mettre en avant, mais qui fait partie du rapport, c'est le Danemark. Et justement, il inscrit sa coopération et sa stratégie climatique et énergétique, enfin une transition énergétique, dans un cadre multilatéral. Et par exemple, lorsque le Danemark avait la présidence de la coopération de défense nordique en 2020, il a inscrit à l'ordre du jour de sa présidence l'échange d'informations et la discussion des approches visant à promouvoir la défense verte. L'accent sera mis en particulier sur la réduction de l'empreinte carbone dans les opérations. Ça, c'était en 2020. Donc, on a différentes volontés d'ouvrir des partenariats et de construire à chaque fois des stratégies en lien avec d'autres pays, des voisins régionaux ou dans le cadre justement de l'OTAN. Peut-être un léger complément par rapport à ce que dit Pierre, justement. Il existe depuis 2011 un centre d'excellence de l'énergie qui se trouve à Vilnius, en Lituanie, qui est un centre de l'OTAN. Et donc, en fait, ce centre qui fait des séminaires annuels ou bisannuels sert un petit peu de lieu de retour d'expérience par rapport aux différentes voies de transition énergétique dans les forces armées pour les pays membres de l'OTAN. Et pour le moment, c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité par la nouvelle direction défense et sécurité de la Commission européenne, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux il y a peu de temps dans mon dernier poste. Et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait un sujet à l'ordre du jour, malgré les ambitions de la Commission en matière de climat. Peut-être un mot sur l'Allemagne. Oui, c'est vrai que les Allemands ont rejoint ce centre d'excellence en tant qu'observateur, enfin nation sponsor en 2017. Sinon, au-delà de ce point, il n'y a pas de volonté de coopération qui est mentionnée explicitement dans les différents documents allemands. En revanche, à l'inverse des Pays-Bas, il y a un potentiel de coopération assez important dans la mesure où on a plusieurs grands projets capacitaires en cours avec les Allemands, des projets structurants pour les années à venir. Je pense bien évidemment, tout le monde doit avoir ça en tête, mais voilà, le char de combat franco-allemand, le MGCS ou l'avion de combat du futur, donc le SCAF. Voilà, donc ils sont autant de possibilités d'avancer sur ces thématiques. Merci Gaspard. Une autre question qui est assez intéressante au sujet de la dépendance énergétique et de l'enjeu stratégique d'approvisionnement énergétique. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Qu'en est-il en lien avec la transition justement énergétique des armées? Oui, merci. Très bonne question, en effet, parce que la transition énergétique peut être impulsée donc, par deux grands impératifs. La lutte contre le changement climatique, mais aussi l'amélioration et l'acquisition d'une meilleure et une plus grande indépendance énergétique en termes de sécurité des approvisionnements. Et en fait, selon les pays, on va mettre l'accent des fois très fortement en fait, sur la sécurité des approvisionnements. Et c'est le cas de l'Australie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Australie n'avait pas d'objectif pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, elle est extrêmement intéressée par les solutions qui permettent d'accroître l'indépendance énergétique, ou en tout cas l'autonomie énergétique de ces bases. Et donc, avec par exemple des solutions où on couple des énergies renouvelables, solaire, photovoltaïque par exemple, avec des solutions de stockage et surtout des micro-réseaux pour assurer comme ça une indépendance en alimentation et une sécurité supplémentaire d'alimentation de ces bases, notamment en Australie. Donc, c'est-à-dire que si jamais il y a une coupure, une rupture des approvisionnements et d'électricité, la base peut être autonome. C'est extrêmement intéressant dans le cas d'opérations extérieures sur des terrains hostiles, puisque là aussi, on améliore non seulement l'autonomie de la base, mais on limite l'exposition aux risques pour le ravitaillement, on en a déjà parlé, et de nombreux pays, justement, s'intéressent de près aux opportunités offertes. C'est d'ailleurs l'un des mots d'ordre un petit peu de l'OTAN, pour pousser à décarboner les forces armées en tant que telles. Vous vouliez réagir également sur ce point? Oui, alors ce n'est pas sur l'exemple néerlandais, cette fois sur un pays qui ne figure pas dans l'étude, mais qui est l'Espagne. En fait, l'Espagne, vous aviez cité tout à l'heure des chiffres justement qui concernaient les attaques de convois
sur l'Irak et sur l'Afghanistan. Donc, effectivement, à l'époque, j'étais déjà au ministère de la Défense et les premières préoccupations sont venues des Espagnols qui étaient basés en Irak et en Afghanistan à l'époque et sont parmi les premiers à avoir intégré les panneaux solaires et les éoliennes en fait, sur les bases en OPEX. En fait. Donc, c'est devenu une généralisation. C'est aussi quelque chose d'un processus en cours dans les forces armées néerlandaises. Un sujet d'attention peut-être pour tous les pays. C'est vrai pour en tout cas ceux que je connais, pour l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, dans le cadre du programme Félin, qui est porté en tout cas pour cette partie-là par Safran, et c'est la même chose pour les Néerlandais. Donc, ce sont les vêtements et les tissus intelligents. Donc, en fait, donc ça, c'est un sujet commun d'intérêt à la fois de tous les pays de l'étude et de pays hors de l'étude, comme l'Espagne. Donc, c'est en fait toute la régulation thermique du combattant sur le terrain. Merci beaucoup. Une question aussi qui peut peut-être être intéressante pour voir s'il y a une corrélation entre la direction politique et finalement les efforts qui sont entrepris par les armées. Une question donc sur les États-Unis. On demande dans quelle mesure est-ce que le retrait de Donald Trump des accords de Paris en 2016, bien qu'il soit revenu aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que ça a eu un impact sur la décarbonation et les efforts de décarbonation des armées américaines? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est très, très juste. Eh bien, en fait, le département de la Défense n'a pas réduit ses efforts pour décarboner et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, parce que eux, leur priorité, ce n'est pas tellement, en tout cas, ce n'est pas seulement la réduction de leur empreinte carbone, c'est justement d'améliorer la sécurité énergétique de leurs troupes. Et à partir du moment où les solutions liées à la transition énergétique permettent de remplir cet objectif stratégique, eh bien, ils ont poursuivi, ils ont continué à travailler dessus, alors même que leur pays, enfin que le président des États-Unis se retirait de l'accord de Paris. Donc, c'est un paradoxe vraiment très intéressant à noter et qui montre bien justement l'importance de toujours avoir, en tout cas, de ces deux moteurs dans la stratégie de décarbonation des armées, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Justement, en lien avec ce que tu viens de dire, il y a une autre question qui est dans quelle mesure est-ce que la recherche de réduction des émissions de gaz à effet de serre affecte la capacité des armées? Et à cet effet, quel pays effectue le plus un compromis justement en faveur de la décarbonation vs l'opérabilité de leurs forces? Je pense que c'est un enjeu important à soulever. Oui, tout à fait, c'est un enjeu très important. Alors justement, en tout cas, dans tous les documents de référence que nous avons consultés, il est vrai, pas systématiquement, mais très très souvent fait mention du fait que voilà, la décarbonation ne doit pas réduire les forces, les capacités des forces. Donc là, on a bien une tension entre ces deux éléments. Et pardon, la première partie de la question, c'était voir, oui, dans quelle mesure est-ce que ça peut justement pallier à l'efficacité des forces que d'essayer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, finalement les rendre moins efficaces. Pour reprendre un petit peu et rebondir et nous appuyer sur ce qui a été dit, à partir du moment où vous avez des bases que vous pouvez alimenter en électricité, en énergie de manière indépendante, vous rendez justement vos soldats aussi, vous améliorez la sécurité de vos soldats. Surtout que aujourd'hui, et je pense que Christophe Alexandre pourra nous en dire beaucoup plus, il y a de plus en plus d'objets connectés qui sont liés aux opérations militaires, objets connectés qui doivent être aussi portés d'ailleurs par les soldats. Et de ce point de vue-là, eh bien, le fait d'avoir à chaque fois des sources d'alimentation électrique devient vital pour le succès des opérations. Ensuite, oui, il y a une limite forte, hein, encore une fois, tu le mentionnais en introduction. Aujourd'hui, que ce soit les avions, les forces aériennes, les forces terrestres, les forces navales, fonctionnent avec des carburants fossiles. Et tout le complexe industriel est basé sur en fait, ce modèle-là. Et tout l'enjeu, et comme l'a mentionné Christophe Alexandre, et tout le risque aussi pour les forces armées, c'est d'avoir une sorte de découplage avec le civil. C'est-à-dire que si le civil ne vend plus, c'est en Europe, on ne vend plus de véhicules thermiques, eh bien, les véhicules qui restent dans l'armée restent pour longtemps à chaque fois. Et donc, il y a tout un enjeu de réussir à raccorder la base industrielle de défense avec ce qui se fait dans le civil, tout simplement aussi pour des raisons de coût et de financement. Si je peux ajouter deux mots parce qu'on dépasse déjà. Ouais, alors juste une phrase. Il y a un enjeu qu'on n'a pas abordé, c'est l'enjeu de l'interopérabilité également. Et c'est quelque chose, c'est un concept qui revient assez souvent dans les documents allemands, notamment la NATO Single Fuel Policy,
qui justement permet aux pays déployés en opération d'être interopérables. Si demain on a plein de types de carburants différents en opération dans des coalitions, ça risque de poser des difficultés, donc c'est un élément à prendre en compte. Très très bref, en fait, il ne faut pas perdre de vue la propulsion nucléaire, et c'est dans les arguments de vente un peu fallacieux, je le concède, des Américains pour l'affaire australienne des sous-marins, c'est sur la propulsion nucléaire, c'était aussi un argument de vente des Américains. Bon, évidemment, ce n'était pas le cœur du sujet, mais enfin, je tiens à le mentionner parce que c'est quand même effectivement pour les marines françaises, britanniques, américaines, russes et chinoises un élément clé aussi d'autonomie stratégique. Bien, eh bien, nous allons conclure donc ce séminaire de restitution. Maintenant, on dépasse un peu en temps. Merci à nos intervenants d'avoir présenté ce rapport que vous retrouverez donc très bientôt sur le site de la DGRIS et sur le site de l'IRIS début novembre. Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire et à bientôt.